le mythique, tout ça sort, tout ça. Alors, il faut admettre, au fond, c'est ce que Lévi-Strauss, le problème que Lévi-Strauss avait posé, quand il pensait, quand il affirmait qu'il y a derrière le mythique une sorte de façon pour l'esprit particulière de fonctionner qu'il appelait la logique du concret. Bien entendu, dans ces récits, on ne se fonde pas sur une expérience physique ou sur une espèce de déduction logique. C'est l'imaginaire qui est en jeu. Et un imaginaire qui a ceci de caractéristique, c'est qu'il travaille dans des directions qui sont pour nous déconcertantes. En face de la richesse de la mythologie grecque, on ne peut constater la relative pauvreté de la mythologie romaine. Cette dernière ne peut être qu'un maladroit démarquage de la première qui, dès le XVIe siècle avant notre ère, a su imprimer sa marque, donner des modèles, à tel point que les grandes divinités romaines ne sont que la transposition des divinités helléniques. Les dieux de l'Olympe s'appellent à Rome Jupiter, Junon, Minerve, et leur identification aux dieux grecs ne fait que recouvrir les traits de dieux indignes. Sont des légendes propres, sont très pauvres. Occitan peut croire lentement qu'il n'existait pas de véritable mythologie romaine, mais une simple mise en forme de mythes helléniques totalement adaptés à assimiler. Cette croyance est aujourd'hui remise en question et l'on pense que, quel que soit l'apport hellénique, il existe à Rome une mythologie nationale qui ne doit rien à une influence grecque. Il est en effet un fond mythique purement romain, celui de l'histoire qui ne ressemble en aucune façon aux cosmogonies et aux théogonies helléniques. Le problème des origines de la cité constitue le lieu privilégié de l'expérience mythologique romaine. Tite-Live étant le plus fidèle écho des légendes qui s'y rattachent, ce dernier veut conférer au récit de la naissance de sa nation l'autorité de l'histoire et sa véridicité, tout comme justifier les caractères de la mythologie romaine. Rome a eu sa mythologie et cette mythologie nous a conservés. Seulement, il n'a jamais été fantasmagorique ni cosmique. Il a été national et historique. Tandis que la Grèce et l'Inde développaient en images grandioses ce qu'ils croyaient avoir été la Genèse et le temps du monde, les chaos et les créations, l'œuvre et les aventures des dieux, organisateurs du tout. Rome a prétendu simplement retracer, avec la simplicité de procès-verbaux, ses propres débuts et ses propres périodes, sa fondation et ses progrès, l'œuvre et les aventures des rois, qui, croyaient-ils, l'avaient successivement formé. Mais ces récits datés et situés dans une perspective proche n'en étaient pas moins en grande partie fictifs et hérités du temps où Rome n'existait pas encore. Et ils n'en remplissaient pas moins le même rôle que chez les Grecs et les Indiens, les récits prodigieux. Ils justifiaient et authentifiaient les rituels, les lois, les mœurs et toutes les composantes de la société romaine. Du caractère et de l'idéal romain, ils distrayaient aussi les fils de la louve, et il ne faut pas négliger ce service des mythes, tout en les confirmant dans leur estime d'eux-mêmes et dans une belle confiance en leur destin. Pratiquement, c'est dans les deux premiers livres de Tite-Live qu'il faut chercher l'équivalent des théogonies et des cosmogonies d'autres peuples indo-européens. Ainsi lus, toutes ces légendes royales reçoivent un surcroît d'intérêt. Des travaux récents, notamment ceux de Georges Dumézil, ont mis en lumière le fait que le substrat de la mythologie romaine remonte à des sources très lointaines. C'est ainsi que nombre de récits historiques latins ne seraient que l'adaptation de thèmes mythiques très anciens qui ressortissent aux peuples indo-européens et antérieurs. Même à leur venue en Italie, il y aurait une correspondance entre ces éléments indo-européens et le fond mythique romain. Quand la Rome républicaine se constitua, une histoire primitive, les premiers responsables de l'analytique ne laissèrent pas perdre la mythologie ancestrale qui subsistait de génération en génération. Ils avaient entre autres à leur disposition le mythe qui justifiait primitivement la hiérarchie fonctionnelle des sociétés indo-européennes. Georges Dumézil, dans Naissance de Rome 1944, ce mythe autorisa la reconstruction plausible aux yeux des histoires latines du passé lointain et oublié de la cité.
Cette fabrication d'une mythologie purement romaine dans un contexte indo-européen n'empêche pas qu'en dehors du domaine historique, la majeure partie des légendes de Rome ne soit que le calque des mythes helléniques. Pourtant, dans la banalité de ces variantes d'un modèle grec apparaît souvent un élément essentiel latin. Par exemple, tel détail rituel qui ne peut appartenir qu'à Rome, tel détail d'initiation, telle nuance politique, qui plus est se laisse déceler d'une certaine originalité dans les différents apportés italiques, qu'ils soient latins, étrusques ou sabelliques. Ainsi, la légende d'Héraclès trouve modifiée. Hercule doit combattre le géant Cacus, héros local de Rome. Jupiter, loin de se confondre entièrement avec Zéus, subit également une influence étrusque. Celle-ci n'est pas non plus négligeable quand il s'agit des thèmes de la vie en fer et dans l'au-delà encore. Par exemple, les dieux l'art, ajoutant, et c'était inévitable que progressivement, les imprégnations italiques ont fini par infléchir à Rome l'évolution de la mythologie grecque. Les dieux romains et leurs correspondants grecs. Apollon, dieu de la prophétie, de la médecine et des archers, plus tard, dieu du soleil. Bacchus, Dionysos, dieu de la vigne. Bellone, déesse de la guerre chez les Romains, mais sans doute d'origine sabinéise, épouse aux sœurs de Mars et participait à ses côtés à la bataille. Elle fut identifiée avec la grande déesse asiatique de Comana, dont le culte fut introduit à Rome par Sylla après la guerre contre Mithridate. Bellone avait deux temples à Rome, un très ancien et l'autre élevé hors de l'enceinte de la ville par Appius Claudius Caecus à l'occasion de la guerre samnite. On y recevait les ambassadeurs étrangers que la loi ne permettait pas de recevoir dans la ville. Cérès, Déméter, déesse des moissons. Cupidon, Eros, dieu de l'amour. Janus, dieu des portes qui était représenté avec deux visages parce que chaque porte ouvre ses deux possibilités. Il avait de nombreux temples à Rome. En temps de guerre, les portes du temps de forme étaient ouvertes et fermées en temps de paix. Mais entre le règne de Numa et celui d'Auguste, elles ne furent fermées que de forme. Le premier jour du mois et le premier jour de l'année, lui y était consacré, 12 janvier que Numa fit passer de l'11e place de la première. Jupiter, Zéus, dieu suprême. Mars, Arès, dieu de la guerre. Divinités romaines. Les divinités des premiers Romains, Numina, ont rapidement disparu en raison de leur caractère abstrait qui s'oppose à l'anthropomorphisme grec. Malgré l'influence hellénistique, plusieurs divinités locales ont subsisté, notamment dans le culte de Janus, de Saturne, de Quirinus et le culte privé de Vesta ou des dieux là. Janus et Saturne. Janus est une des seules divinités des premiers Romains ayant subsisté. Profondément lié au mythe de l'âge d'or, Janus serait le roi latin ayant accueilli Saturne lors du règne de celui-ci sur Terre. Après la modification du panthéon romain, Janus gardera une place moindre, celle de dieu des ouvertures et des portes et de protecteur de Rome en temps de guerre. Saturne, plus tard assimilé à Chronos, à ne pas confondre avec Chronos, dieu de temps, est également ordonné durant les Saturnales. Quirinus, dieu archaïque. Quirinus est originellement le protecteur des agriculteurs et associé à Jupiter et Mars, fait partie de la triade primitive de la mythologie romaine. Il sera plus tard assimilé à Romulus divinisé. Faunus, protecteur des troupeaux contre les loups, d'où son second nom Lupercus. Il sera ordonné durant les Lupercales jusqu'en 496. On parlera ensuite de faune, pluralité qui les associera aux styrès grecs et qui assimilera Faunus à Pan.
Culte du foyer. La plupart des divinités des premiers Romains liées au foyer demeurent dans le culte romain. Les Romains vénèrent les Lars et les Pénates, ainsi que les ancêtres morts, Man. Selon la légende, les Pénates originels proviendraient de Troie. C'est Énée qui, en s'enfuyant avec son père, Anchise sur le dos et son fils Iule à la main, les aurait emportés. À Troie, ils avaient, semble-t-il, le même rôle que celui que leur fut dévolu à Rome. Le culte public de Vesta, plus tard assimilé à Hestia, est également hérité des croyances anciennes. La mère de Romulus et Rémus est une Vestale. Mythe romain. Rome possède ses propres mythes, souvent liés ses fondations à son histoire. Elle assimilera ensuite les mythes grecs, mais gardera ses mythes fondateurs au centre de sa culture. Mythe de l'âge d'or. La période de l'âge d'or, également appelée règne de Saturne, est la période durant laquelle Saturne, détrôné par son fils, fut accueilli en Italie par le roi Janus avec qui il protégea le pouvoir. Cette période fut marquée par une prospérité et une équité absolue. Les hommes vivaient de cueillette sans avoir à travailler, ne connaissaient pas la guerre et vivaient en harmonie avec les dieux et la nature. Les cultes de Saturne et de Janus viennent de cette légende. Le mythe des races est quant à lui hérité de la culte grecque. L'Énéide. Le mythe d'Énée fait partie des légendes de la fondation de Rome. Il décrit le voyage d'Énée depuis sa fuite de Troie jusqu'à son arrivée dans le Latium. Commandé par Auguste à Vergile, l'Énéide a surtout pour but de montrer le caractère divin de Rome et l'ascendance divine de la gens Julia, à laquelle appartient Auguste. La légende donne également à Rome une revanche sur la Grèce en montrant que Troie n'a pas été détruite, mais qu'au contraire. Les survivants ont fondé une cité puissante capable de l'anéantir. Cette perspective de propanante laisse penser une Virgile à remodeler la légende afin de satisfaire les demandes d'Auguste, mais l'épopée s'appuie d'abord sur la tradition qui donnait pour ancêtres au peuple romain l'aîné et les derniers Troyens. Romulus et Rémus, cette légende probablement la plus célèbre de la mythologie romaine est narrée de nombreuses fois par les auteurs latins et à l'origine des institutions romaines. Le meurtre de Rémus par Romulus montre la prédominance de la patrie sur les liens du sang. L'enceinte Pomorium de Rome tracée par Romulus demeurera sacrée sauf pour les triomphes. La légende donne également une origine divine à Rome, Mars étant le père des jumeaux. Les légendes de l'histoire de Rome. Les nombreuses légendes qui entourent l'histoire de Rome consolident de même les instructions romaines. Elles sont racontées aux gens romains et constituent la seule littérature emphatique de l'époque. Certains abattent la versa latine, vertu et courage. Ce sont les exemples et d'autres expliquent la fondation de Rome. Ce sont les mythes fondateurs. On peut citer parmi les plus célèbres celle de l'élèvement des Sabines et de Taripia, peine de mort pour les traîtres, de Célidoriatus Coles et Monsieur Scevalos de l'Écresse, fin de royauté à Rome, et celle du combat des Horaces et des Curias.